Quand je suis rentrée du travail, mon mari et sa maîtresse étaient assis dans le salon effrontément enlacés, dans les bras l'un de l'autre. Pour un seul regard réprobateur de ma part, mon mari m'a giflé à 6 reprises. Et puis, au beau milieu de cette nuit orageuse, il m'a ordonné de dégager. Apolline, sors d'ici et va réfléchir à ce que tu as fait de mal. J'ai immédiatement appelé l'entrepreneur le plus puissant de Paris. Papa, c'est moi. Ils m'ont frappé et jeté à la rue. Un silence de mort est tombé sur la ligne suivi d'un rugissement de fureur. Qui est ce fils de piteux de Léandre Beaumont, lui et toute sa famille? Aucun d'entre eux ne s'en tirera comme ça, pas un seul. Le groupe Vaucanson n'était pas une simple entreprise de promotion immobilière, il siégeait au conseil d'administration de plusieurs grandes banques parisiennes, finançait des campagnes électorales locales et comptait d'anciens hauts fonctionnaires du trésor public parmi ses conseillers. C'est cette toile d'influence tissée depuis des décennies qui allait bientôt se resserrer autour de la famille Beaumont plus vite qu'aucune administration normale ne l'aurait permis. La nuit était noire comme le jet et le tonnerre grondait dans le ciel sans interruption. La pluie tombait à verse tambourinant contre les fenêtres avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle allait bientôt engloutir toute la maison. Tout avait commencé quelques heures plus tôt. Moi, Apolline, qui avait caché mon véritable nom de famille Vaucanson pendant 5 ans, je venais de rentrer chez moi, épuisée par mon service dans une grande surface. J'étais trempée jusqu'aux os. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'est pas un dîner chaud qui m'attendait. Ce que j'ai vu, c'est mon mari légitime Léandre Beaumont passionnément entrelacé avec une femme nommée Ophélie sur le canapé de notre salon. Ophélie portait une robe en soie pour laquelle j'avais économisé pendant 3 mois. Même en me voyant, non seulement elle ne s'est pas levée, mais elle s'est blottie encore plus contre Léandre et a dit d'une voix mielleuse « Léandre chéri, regarde cette femme. Elle est toute mouillée, elle va salir tout le sol. » Une flamme de rage a explosé dans ma poitrine. Moi qui avais travaillé jour et nuit en économisant chaque centime pour cette maison, je regardais cet homme Léandre utiliser l'argent que nous avions mis de côté pour une voiture, afin d'acheter à cette pite des sacs et des vêtements de créateur, et maintenant il osait même l'amener chez nous. J'ai pointé la porte du doigt et j'ai hurlé sur Léandre. Léandre, jette cette femme dehors immédiatement, avant que Léandre ne puisse ouvrir la bouche. Ophélie est intervenue avec un sourire narquois. « Oh, Apolline, tu es tellement à cran. Mais c'est la maison de Léandre. Je ne pense pas que ce soit tes affaires, que je sois ici ou non. » J'ai tremblé de rage de la tête aux pieds, lui lançant un regard meurtrier, souhaitant pouvoir la tuer avec mes seuls yeux. Et ce regard est devenu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Léandre s'est levé d'un bond, il s'est posté devant moi et m'a menacé, me pointant presque le nez de son doigt. « Apolline, qui regardes-tu comme ça? Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Comment oses-tu regarder Ophélie de cette façon ?» J'ai eu l'impression qu'un pic de glace m'avait transpercé le cœur. « Léandre, as-tu une conscience? Je suis ta femme. » Ma femme, une fille quelconque comme toi, n'est même pas digne de toucher les chaussures d'Ophélie. Présente-lui tes excuses, immédiatement. M'excuser auprès de sa maîtresse. Moi, Apolline Vaucanson. Je n'étais pas tombée si bas. J'ai serré les dents et j'ai de nouveau fixé mon regard sur Ophélie. Je voulais la mettre en pièces, ne serait-ce qu'avec mes yeux. À ce moment-là, ce fou de Léandre a explosé. « Tu continues de la dévisager? Je t'ai dit de ne pas la... regarder. » Il a commencé à m'insulter en levant la main. Ce ne fut pas juste une fois, ce fut un passage à tabac impitoyable. Il m'a frappé au visage 6 fois de suite. Un sifflement aigu a résonné dans mes oreilles et mes joues brûlaient comme du feu. Ma vision s'est obscurcie et des étincelles ont dansé devant mes yeux. Je suis tombée au sol et j'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche. Allongée par terre, j'ai entendu la voix hypocrite d'Ophélie. « Léandre chéri, arrête, tu me fais peur. » Mais Léandre, toujours consumé par sa rage, m'a attrapé par le col et m'a traîné vers la porte d'entrée comme un sac à patates. Il a ouvert la porte à la volée. Un vent glacial et la pluie ont fait irruption à l'intérieur. « Dégage, sors d'ici et va réfléchir à ce que tu as fait de mal. Et ne reviens pas tant que tu ne seras pas prête à implorer le pardon. » Il a fini de parler et m'a poussé violemment. J'ai trébuché et je suis tombée la tête la première dans l'eau boueuse à l'extérieur. Dans un claquement assourdissant, la porte s'est refermée derrière moi. Immédiatement après, j'ai entendu le bruit métallique du verrou que l'on poussait. L'eau glacée m'a instantanément trempée jusqu'aux os, la douleur lancinante sur mes joues, le froid qui me transperçait de part en part. Rien de tout cela ne pouvait se comparer pas le moins du monde à la douleur de mon cœur brisé. Je suis restée assise dans une flaque de boue à fixer la porte fermée.
De l'intérieur, je pouvais entendre les petits rires doux et dragueurs d'Ophélie et la voix tendre de Léandre. Les larmes se sont mêlées à la pluie sur mon visage. Mais à ce moment précis, mon cœur est mort complètement. Il n'y restait plus une once d'attachement ni pour cette maison ni pour Léandre. Léandre Beaumont, pour ta maîtresse, tu m'as frappé 6 fois par une nuit d'orage et tu m'as jeté de la maison comme une ordure. Bien, très bien. Tu as sûrement oublié, ou peut-être n'as-tu jamais su, que moi, Apolline Vaucanson, je ne suis pas du genre à me laisser faire, avec des mains tremblantes. J'ai sorti un vieux téléphone portable avec une batterie presque à plat de ma poche trempée. J'ai dû essuyer l'écran plein de pluie à plusieurs reprises juste pour y voir quelque chose. Dans mes contacts, j'ai trouvé un numéro que je n'avais pas composé depuis 5 ans. Le nom enregistré était simple. Papa. J'ai appuyé sur la touche d'appel et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Après 3 ou 4 sonneries, quelqu'un a fini par répondre et j'ai entendu la voix grave légèrement surprise d'un homme d'âge mûr. « Allô, qui est-ce » La pluie brouillait ma vision. Reniflant, j'ai rassemblé toutes mes forces et à travers mes sanglots, j'ai prononcé clairement chaque syllabe. « Papa, c'est moi, Apolline. » À l'autre bout, il y a eu un silence de quelques secondes. On n'entendait que ma respiration saccadée et le bruit incessant de la pluie. La connexion était mauvaise, il n'avait pas reconnu ma voix. Au moment où mon cœur sombrait, cette voix grave s'est soudainement élevée, pleine d'une incrédulité et d'une urgence qui ont percé le rideau de pluie. « Apolline, c'est toi, ma petite Apolline, où es-tu? Que s'est-il passé? Qui t'a fait du mal ?» À cette question désespérée, tout ce que j'avais réprimé s'est effondré. Le chagrin s'est déversé comme un barrage rompu et j'ai commencé à pleurer de façon inconsolable. Un mélange de pluie et de larmes a coulé dans ma bouche. C'était amer et salé. Je me suis recroquevillée de froid comme un enfant perdu qui retrouve enfin ses parents. J'ai à peine réussi à articuler à travers mes sanglots. Il m'a frappé et m'a jeté dehors. Il pleut si fort. Papa, quel fils de pâte. La voix de mon père s'est instantanément remplie de la fureur d'un lion enragé. Même s'il était à l'autre bout du fil, je pouvais ressentir sa colère terrifiante. Quelqu'un a osé toucher à la fille d'Ambroise Vaucanson. Ce salopard ne sait pas à qui il a affaire. Apolline, n'aie pas peur. Dis-moi où tu es. Donne-moi ta position exacte. J'ai levé la tête et regardé autour de moi avec un regard flou. Tout était obscurci par l'averse, mais grâce à la faible lumière d'un lampadaire, j'ai réussi à lire le nom à l'entrée du lotissement. Je suis à l'entrée du domaine de l'Orme, recroquevillé contre un mur. Le domaine de l'Orme, compris. Apolline, ne bouge pas de là, ne va nulle part, trouve un petit commerce ou une cage d'escalier à proximité pour t'abriter de la pluie. J'envoie quelqu'un tout de suite, ne raccroche pas. La voix de mon père était ferme avec la détermination d'un homme habitué depuis longtemps à être au sommet. 10 minutes, non 5. Dans 5 minutes, mes hommes seront là. Mon cœur s'est senti à la fois réchauffé et endolori, comme j'avais été stupide pendant 5 ans pour ce que j'appelais l'amour. J'avais coupé les ponts avec ma famille, croyant que le bonheur consistait en une vie de sacrifice aux côtés de Léandre. Maintenant, je comprenais mon erreur. « Idiote, arrête de parler et va t'abriter, papa s'occupe du reste. » La voix de mon père s'était légèrement adoucie, mais la fureur réprimée n'avait pas diminué d'un iota. On va bien voir quel genre de famille sont ces Beaumont pour oser traiter ma fille de la sorte. L'appel n'a pas été coupé. Je pouvais entendre mon père donner des ordres urgents à quelqu'un. Son ton n'était plus doux comme il l'avait été avec moi, mais froid et autoritaire. Maxence localisait le téléphone portable de ma fille immédiatement. J'ai besoin de sa position exacte. Prenez la voiture la plus rapide et rendez-vous à l'entrée du domaine de l'Orme. S'il manque un seul cheveu sur sa tête, ce sera sur votre conscience. Et je veux un rapport complet sur un certain Léandre Beaumont et sa famille. Dans 10 minutes, toutes les données sur mon bureau. « Oui, monsieur Vaucanson », a répondu une voix d'homme professionnelle et rapide. En écoutant ces ordres prompts et efficaces à l'autre bout, mon cœur, presque gelé par la pluie, a commencé à dégeler lentement. C'était donc ça ce que l'on ressent quand on a quelqu'un de son côté. Moi, Apolline Vaucanson, je n'étais pas seule. À ce moment-là, une berline noire est entrée dans le lotissement. Ses phares ont coupé la pluie en 2 faisceaux de lumière. Ce n'était pas la voiture que mon père avait envoyée. Elle n'aurait pas pu arriver si vite. Un homme avec un parapluie est sorti de la voiture et a couru vers la cabine de sécurité. Ce devait être un résident. Instinctivement, je me suis enfoncée davantage dans l'ombre du mur. Je ne voulais pas que quiconque me voie dans un état aussi pathétique.
L'endroit où j'avais été frappée me lançait encore un rappel de l'humiliation que je venais de subir. Léandre Ophélie. Vous êtes probablement dans votre maison bien au chaud en ce moment, en train de rire de mon impuissance. Attendez un peu. La voix au téléphone a repris teinté d'une anxiété réprimée. Apolline, la voiture est presque là. C'est une Mercedes noire. La plaque d'immatriculation se termine par 777. Dès que tu la vois monte, le chauffeur te ramènera à la maison. La maison, ai-je répété faiblement. À quelle maison? À cette parodie de foyer avec Léandre. Non, ce n'était plus ma maison. Tu viens chez nous, petite idiote, a dit mon père fermement, comme s'il lisait dans mes pensées. Je t'attends à la villa du Vésinet. La villa du Vésinet, l'endroit où j'étais née et avait grandi, la banlieue la plus huppée de Paris. Ces 5 dernières années, j'avais essayé d'ignorer tout cela, enfermée dans ce petit appartement des Beaumont à les servir, et en pensant que c'était un grand sacrifice. En y repensant, maintenant, il ne pouvait y avoir de comédie plus absurde. Au loin, 2 lumières vives ont fendu le rideau de pluie et se sont approchées rapidement. Une élégante Mercedes noire s'est arrêtée en douceur à l'entrée du lotissement. La plaque d'immatriculation se terminait bel et bien par 777. La portière du conducteur s'est ouverte et un homme de grande taille en costume sombre est sorti avec un grand parapluie noir et s'est approché de moi presque en courant. Il avait l'air respectueux, mais sa tension était palpable. Mademoiselle Apolline, je suis Maxence, l'assistant du président. Vous avez attendu longtemps. Je vous en prie, montez dans la voiture. Il m'a aidé avec précaution à me lever presque frigorifié, me protégeant parfaitement de la pluie et du vent avec le parapluie, et m'a escorté jusqu'au siège arrière bien chaud de la voiture. Les sièges en cuir souple, l'air sec et agréable, un contraste saisissant avec l'enfer de glace dans lequel je me trouvais quelques instants auparavant. La voiture s'est éloignée en douceur du domaine de l'Orme. À travers la vitre embuée, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui avait consumé 5 années de ma jeunesse et de mes sentiments. Léandre et ta famille. Aucun de vous ne devrait même songer à s'en sortir. La voiture roulait vite, mais de façon stable. L'averse à l'extérieur était complètement isolée. On n'entendait que le ronronnement silencieux des essuie-glaces. Maxence conduisait en silence et m'a tendu une serviette douce et propre. « Mademoiselle Apolline, s'il vous plaît, séchez-vous, ou vous allez attraper froid. » J'ai pris la serviette et j'ai séché mes cheveux et mon visage. Même la texture était incomparablement plus douce que celle rugueuse que j'avais l'habitude d'utiliser et elle dégageait un parfum subtil et propre. En regardant les néons clignotants de la ville qui défilaient rapidement, j'ai senti que ce Paris sous la pluie m'était à la fois étranger et familier. Ces 5 dernières années, comme une autruche la tête dans le sable, je m'étais cachée dans ce petit appartement oubliant presque complètement le vrai visage de la capitale. La voiture a quitté le centre-ville et a continué vers l'ouest. Le paysage est devenu plus calme, les arbres plus luxuriants. Finalement, la voiture a franchi un impressionnant portail en fer forgé et a pénétré dans une propriété ressemblant à un parc. Des villas de différents styles émergeaient de la pluie. La voiture s'est arrêtée devant un vaste manoir ancien, avec un immense domaine et toutes ses lumières allumées. Maxence est rapidement descendu pour m'ouvrir la portière avec le parapluie et m'a escorté jusqu'aux lourdes portes en bois sculpté. Les portes se sont ouvertes de l'intérieur déversant une lumière chaleureuse et illuminant la silhouette d'un homme se tenant sur le pas de la porte. C'était mon père, Ambroise Vaucanson. Il portait une élégante robe de chambre en soie sombre. Sa posture était ferme, ses cheveux lissés en arrière. Pas une seule mèche n'était déplacée, mais il n'y avait aucune trace de l'autorité et de la distance qu'il affichait lors des réunions d'affaires. Il n'y avait que de l'anxiété et de l'inquiétude pour sa fille. Apolline, mon père a couru vers moi, m'a attrapé par les épaules et m'a examiné de la tête aux pieds. En voyant mes joues enflées et mon apparence ébouriffée, ses yeux sont devenus immédiatement rouges. Sa voix était remplie d'un tremblement réprimé. « Regardez-moi ça, regardez dans quel état se trouve ma fille, c'est de ma faute. J'aurais dû être plus ferme à l'époque. » Une boule s'est formée dans ma gorge et les larmes que j'avais retenues de justesse ont coulé à nouveau. J'ai serré mon père très fort dans mes bras. Une étreinte forte et chaleureuse qui m'a procuré un sentiment de sécurité absolue. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti en 5 ans avec Léandre. « C'est moi, papa. Tout est de ma faute. Tu es à la maison maintenant. C'est le principal. » Mon père m'a tapoté le dos comme il le faisait pour me calmer quand j'étais petite. « Ne pense à rien. Monte prend un bain chaud et met des vêtements propres. La gouvernante a déjà tout préparé. On parlera plus tard. »
Une femme d'âge mûr, au regard bienveillant, s'est approchée de nous. Ses yeux étaient également rouges. Apolline, venez avec moi. Votre bain est prêt. Je suis montée avec elle au premier étage et je suis entrée dans ma chambre. Elle m'était si familière exactement comme je l'avais laissée avant mon mariage. Immaculée comme si je n'étais jamais partie, l'immense fenêtre offrait une vue nocturne sur le tout Paris pluvieux. La baignoire était remplie d'eau chaude et un peignoir doux ainsi que des vêtements propres étaient posés à côté. Alors que je m'enfonçais dans l'eau tiède, j'ai senti le froid et la fatigue quitter lentement mon corps. La douleur sur mes joues s'est également apaisée. Je me suis regardée dans le miroir. Mes joues étaient gonflées, mais mon regard n'était plus désemparé. Je me suis fait la promesse « Apolline, ressaisis-toi. Tu ne peux pas laisser ces salauds détruire ta vie. » Après mon bain, j'ai enfilé un pyjama confortable et je suis descendue. Mon père était assis sur le canapé dans le salon spacieux, avec une tasse de thé chaud devant lui, une expression sérieuse sur le visage, alors qu'il fixait son téléphone. En entendant mes pas, il a immédiatement posé son téléphone, forcé un sourire et m'a fait signe de m'approcher. « Apolline, viens ici, assieds-toi, laisse-moi regarder ton visage. » Il a pris ma main, m'a fait asseoir à côté de lui et a examiné attentivement mon visage en fronçant les sourcils. « Cette bête, comment a-t-il pu te frapper si fort ? Le médecin sera bientôt là. Nous devons soigner ça d'abord. »« Papa, je vais bien. » J'ai secoué la tête. La blessure dans mon cœur était plus cuisante que celle sur mon visage. « Quoi, tu vas bien, tu appelles ça aller bien ?» La voix de mon père s'est soudainement élevée. Moi, Ambroise Vaucanson, je n'ai jamais levé la main sur ma fille de toute ma vie. Qui diable sont-ils, cette famille Beaumont, pour te faire ça ? Il a pris une profonde inspiration pour se calmer et m'a regardé avant de parler sérieusement. Apolline, sois honnête avec moi. Comment as-tu vécu ces 5 dernières années dans cette maison ? Est-ce qu'ils t'ont toujours traité ainsi ? J'ai baissé les yeux sur mes mains rugueuses et calleuses à cause du travail. Les 5 dernières années ont défilé devant mes yeux comme un film. Les piques cruelles de ma belle-mère, l'indifférence et la mauvaise humeur de Léandre et les innombrables messages avec d'autres femmes sur son téléphone. Je m'étais dit que si je supportais tout cela, tout s'arrangerait, que je devais être patiente pour le bien de la famille, comme j'avais été stupide. Non, ce n'était pas toujours comme ça, ai-je murmuré. Ça a empiré l'année dernière quand il a commencé à fréquenter cette femme Ophélie. Ce qui s'est passé ce soir était la première fois qu'il me frappait. Et la première fois qu'il te frappe comme ça, il te jette à la rue. Mon père a frappé du poing sur la coudoir du canapé. Parfait, très bien. Cette famille Beaumont est vraiment incroyable. Il a pris son téléphone, composé un numéro et l'a mis sur haut-parleur. L'appel a été pris presque immédiatement. J'ai entendu une voix d'homme décisive. « Maxence, où en est l'enquête ?» La voix de mon père était glaciale. « Monsieur Vaucanson, nous avons tout. La famille Beaumont a commencé dans le commerce des matériaux de construction et a maintenant investi presque tout dans le projet immobilier Les Collines de l'Aube dans le Val d'Europe. Le père de Léandre, Barthélemy Beaumont, est le président et Léandre est le vice-président. L'entreprise est assez importante. Leurs actifs atteignent près de 100 millions d'euros. Ils n'ont pratiquement pas de liquidité. Ils vivent sur des prêts bancaires et en retardant les paiements aux fournisseurs. Le projet Les Collines de l'Aube. Mon père a lâché un rire sarcastique. L'entrepreneur principal n'était-il pas le groupe Montaigne ? Oui, monsieur Vaucanson, le PDG du groupe Montaigne a demandé une réunion avec vous le mois dernier. Il voulait s'impliquer dans notre nouveau projet urbain. Mon père a répondu en quelques mots, une lueur meurtrière dans les yeux. Dites au PDG de Montaigne de suspendre immédiatement le projet Les Collines de l'Aube. Dites-lui de retirer tout le personnel et l'équipement du chantier dès aujourd'hui. Laissez-le inventer un prétexte. Dites-lui que de graves défauts ont été détectés dans le matériel fourni et que le groupe Vaucanson ne veut aucune association avec des fournisseurs d'aussi mauvaise qualité. J'ai senti mon cœur bondir. Les Collines de l'Aube étaient le dernier espoir de la famille Beaumont. Si le projet était arrêté, les prêts bancaires seraient immédiatement exigés et les fournisseurs se précipiteraient pour réclamer leurs créances. C'était littéralement leur couper l'oxygène. À l'autre bout, le directeur Maxence a répondu sans la moindre hésitation. « Entendu, monsieur Vaucanson, je m'en occupe immédiatement. Ce chantier sera plus silencieux qu'une tombe d'ici ce soir. » Et encore une chose, a ajouté mon père. Lancer une rumeur auprès de certains de nos contacts. J'ai vu que l'entreprise Beaumont a de graves problèmes de gestion et est au bord de la faillite, que chacun en tire ses propres conclusions.
Oui, monsieur. Alors qu'il raccrochait, le silence est tombé dans le salon. Mon père m'a regardé avec des yeux profonds et a dit « Apolline, ce n'est que le début. Je vais montrer au Beaumont ce qu'il en coûte de toucher à ma fille. Tu vas voir comment ton père règle ses comptes. » J'ai vu un mélange d'inquiétude et de fureur dans ses yeux. C'était tellement réel. Mon père m'a dit d'aller dans ma chambre pour me reposer, qu'il s'occuperait du reste. Mais allongé dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. La pommade prescrite par le médecin apaisait la douleur sur ma joue, mais le feu dans mon cœur brûlait plus ardemment. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allée sur Instagram, un réseau social que j'avais délaissé, où je n'avais que quelques proches et Léandre. Je ne l'avais pas regardé auparavant pour ne pas comparer la vie luxueuse des autres avec ma propre triste réalité. Mais maintenant je le parcourais avec une mentalité complètement nouvelle. En effet, j'ai rapidement trouvé une publication que la mère de Léandre, mon ex-belle-mère, avait postée il y a 1 heure. C'était quelques photos. Sur l'une d'elles, Ophélie souriait étreignant Léandre avec un festin devant eux. Le texte disait « Notre Ophélie est la meilleure, elle est venue nous préparer le dîner. Nous sommes vieux maintenant, ça faisait longtemps que la maison n'avait pas été aussi vivante et joyeuse. » En dessous se trouvaient des commentaires de connaissances communes. « Quel bonheur, Madame Bénédicte! Léandre sait comment choisir. Quel beau couple! Simplement ridicule. » J'ai remarqué que le bracelet qu'Ophélie portait était le bijou de famille en émeraude. Celui dont ma belle-mère disait que sa belle-fille hériterait. J'avais une fois demandé à le voir, mais elle avait refusé, disant que c'était une antiquité et que j'étais si maladroite que je risquais de l'abîmer. Et maintenant il ornait le poignet d'Ophélie. Comme si de rien n'était, j'ai ressenti un pincement de douleur, non pas de jalousie, mais de dégoût. L'impudeur de cette famille ne connaissait pas de limite. Pensait-il vraiment qu'en me jetant dehors, il pourrait vivre heureux avec cette maîtresse? À ce moment précis, j'ai remarqué qu'à l'arrière-plan de l'une des photos, l'écran du téléphone de Léandre était allumé. On aurait dit qu'il avait plusieurs appels en absence. À cet instant, je ne pouvais que songer à l'ironie de la situation. Pendant ce temps, dans le petit appartement des Beaumont, l'ambiance n'était pas aussi festive que la publication le montrait. Le téléphone de Léandre n'arrêtait pas de sonner. Le premier appel venait du chef de chantier. Sa voix était au bord des larmes. « Monsieur Beaumont, nous avons un énorme problème. Des gens du groupe Montaigne sont venus. Ils disent qu'ils ont trouvé de graves défauts dans nos matériaux et vont tout nous renvoyer. Le projet est suspendu pour une durée indéterminée et ils ont ordonné à tous les ouvriers de se retirer. » Léandre, qui s'apprêtait à donner un morceau de nourriture à Ophélie, a failli laisser tomber ses couverts. Des problèmes de qualité. C'est impossible. Tous nos matériaux ont passé les inspections. Je vais parler moi-même au PDG de Montaigne. Il ne répond pas. Sa secrétaire dit que c'est une décision du conseil d'administration du groupe et qu'ils ne peuvent rien faire. Il venait à peine de raccrocher qu'un deuxième appel est arrivé. C'était le directeur financier, la voix tremblante. « Monsieur Beaumont, c'est une catastrophe. Plusieurs banques ont appelé en même temps. BNP Paribas, la Société Générale. Ils disent qu'il y a un grave problème avec la cote de crédit de notre entreprise et exigent le paiement de tous les intérêts du trimestre d'ici demain matin, ainsi que le remboursement anticipé de tous les prêts. Où allons-nous trouver soudainement autant d'argent ? Léandre est devenu blanc comme un linge. Oh, impossible! Nous avons toujours eu de bonnes relations avec eux. Pourquoi? Soudainement, ils disent seulement que nous avons offensé quelqu'un que nous n'aurions pas dû offenser. Après cela, les appels ont continué d'affluer comme des messagers de la mort. Le directeur de leur principal fournisseur d'acier, Léandre, je suis vraiment désolé, mais nous avons des problèmes d'argent. Pourrais-tu régler la facture du mois dernier aujourd'hui? Le propriétaire du cabinet de design avec lequel il travaillait depuis des années. Léandre, il y a des rumeurs selon lesquelles ton projet a été arrêté. Nous allons devoir retirer notre personnel. Et qu'en est-il du paiement de ce que nous avons déjà fait? Le père de Léandre Barthélemy a également reçu plusieurs appels de vieux amis. Tous tournaient autour du pot demandant s'il s'était attiré des ennuis avec quelqu'un d'important. Le dîner était ruiné. Ophélie, voyant les visages de Léandre et de ses parents, n'osait plus se montrer affectueuse. Barthélemy a frappé du poing sur la table, si en colère que sa moustache en tremblait.
Que diable se passe-t-il? Tout allait bien ce matin, pourquoi tout a-t-il soudainement mal tourné? Léandre, as-tu fait quelque chose? Léandre était lui aussi déconcerté. Papa, je te jure que je n'ai rien fait, je n'ai fait qu'aller du chantier au bureau ces derniers temps. Sa mère a porté la main à sa poitrine et s'est écriée « Peut-être que c'est à cause de cette Apolline. Cette femme porte malheur. Dès qu'elle est partie, tout cela a commencé. Elle nous a probablement jeté un sort. Maman, tu accuses encore Apolline. Quel pouvoir pourrait-elle bien avoir? Léandre s'est ébouriffé les cheveux de désespoir. À ce moment-là, le téléphone fixe a sonné avec un son aigu et perçant dans le silence tendu du salon. Léandre a couru répondre. « Allô, qui est-ce » Ils ont dit quelque chose à l'autre bout parce que le visage de Léandre a perdu toutes ses couleurs, ses lèvres tremblaient et il est resté sans voix. « Qui était-ce? Que s'est-il passé maintenant » a demandé Barthélemy inquiet. Léandre a lentement reposé le combiné et a marmonné comme s'il était en transe. C'était le fisc. Ils disent qu'ils viennent la semaine prochaine pour effectuer un contrôle fiscal de l'entreprise. Un contrôle fiscal. Barthélemy s'est senti pris de vertige et a failli s'évanouir. Quel entrepreneur n'a pas quelques irrégularités dans sa comptabilité? Soudain, une peur mortelle s'est emparée de la famille Beaumont. L'arrogance et la joie passée ont disparu, ne laissant que la terreur face au désastre imminent. Ils avaient l'impression d'avoir été poussés du haut d'une falaise sans même savoir qui l'avait fait. Ophélie, voyant la situation, s'est mise à réfléchir. Elle a discrètement rapproché son sac à main. Et moi, dans le confort de la villa du Vésinet, je lisais la publication Instagram de mon ex-belle-mère avec un sourire froid. Le projet arrêtait les exigences de prêt, le contrôle fiscal. Les actions de mon père avaient été rapides, précises et impitoyables. Le chaos régnait chez les Beaumont. Les sonneries du téléphone et les cris ne cessaient pas. Léandre et son père Barthélemy n'arrêtaient pas d'appeler tous leurs contacts, leur voix passait de la supplication à la colère, et de la colère de nouveau à la supplication, et leurs expressions changeaient à chaque seconde. La mère de Léandre s'est effondrée sur le canapé pleurant et se frappant les cuisses. « C'est fini, nous sommes finis, nous avons offensé quelqu'un de très puissant. Qu'allons-nous faire maintenant ?» Seule Ophélie, bien qu'initialement déconcertée, est restée relativement calme au milieu du chaos. Elle a pensé qu'elle devait faire quelque chose pour consolider sa position. Elle s'est approchée de la mère de Léandre et lui a doucement caressé le dos. « Madame Bénédicte, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas autant, cela va vous faire du mal. Léandre et son père trouveront sûrement une solution. On dit qu'il y a toujours une issue. » La mère de Léandre, désespérée, s'est accrochée aux paroles réconfortantes d'Ophélie comme une personne qui se noie à un brin de paille. « Ophélie, ma chérie, c'est une bonne chose que tu sois là. Tu es complètement différente de cette Apolline. Cette femme, c'est le diable incarné. » Ophélie s'est réjouie intérieurement, mais a conservé une expression soucieuse. Madame Bénédicte, ce n'est pas le moment de parler de ça. Nous devons rester calmes. Léandre et son père sont très occupés et n'ont même pas mangé correctement. Je vais aller à la cuisine, préparer quelque chose. Il faut manger pour avoir des forces. Ces mots ont profondément touché le cœur de la mère de Léandre. Elle a regardé Ophélie avec une approbation grandissante. « Tu es si gentille. Tu es 100 fois mieux que cette Apolline. Elle n'a jamais été aussi attentionnée. » Ophélie a souri modestement et est allée dans la cuisine. En passant devant Léandre, elle lui a lancé un regard inquiet et a murmuré « Léandre, ne te surmène pas. Je vais te préparer une petite blanquette maison. » Léandre, abattu, a hoché la tête, ressentant un léger soulagement grâce à son aimable réconfort. Dans la cuisine, Ophélie a ouvert familièrement le réfrigérateur. Voyant qu'il était beaucoup plus plein que dans son petit appartement en location, elle a ressenti encore plus de satisfaction. Elle a sorti des pommes de terre et de la viande et a commencé à cuisiner la blanquette. Tout en cuisinant, elle a regardé autour d'elle dans la cuisine. Elle était beaucoup plus spacieuse et lumineuse que la sienne. Tous les appareils électroménagers étaient haut de gamme. Elle a fait le calcul dans sa tête. Si la famille Beaumont surmonte cette crise, et ils le feront sûrement, après tout, ils ont eu de bonnes périodes, je dois convaincre Léandre de divorcer de cette amère d'Apolline, et ensuite j'entrerai dans cette maison par la grande porte. Ah oui, je demanderai à Léandre de m'acheter une voiture. Ce SUV Audi que j'ai vu récemment n'était pas mal.
et les sacs et les vêtements. Je jetterai toutes les choses de mauvais goût qu'Apolline a laissées et je remplirai les placards de marques de luxe. La seule pensée de tout cela était un plaisir. Elle se voyait comme la maîtresse de la maison Beaumont élégamment vêtue, conduisant une belle voiture et fréquentant des endroits exclusifs. Elle pensait que la crise des Beaumont n'était qu'un petit revers financier ou qu'ils avaient par malchance contrarié quelqu'un sans importance. Ça pourrait sûrement se régler avec de l'argent, que pourrait bien faire cette simplette d'Apolline. Bientôt la blanquette fut prête. Elle l'a apportée à table, prétendant être l'épouse parfaite. Monsieur Barthélemy, Madame Bénédicte, Léandre mangeaient quelque chose d'abord. Barthélemy et Léandre n'ont presque rien mangé. Mais la mère de Léandre ne cessait de louer le plat. « Comme tu cuisines bien, Ophélie, mieux que dans beaucoup de restaurants. » Ophélie a souri modestement, mais a pensé en elle-même « Quand je deviendrai la maîtresse de cette maison, je n'ai pas l'intention de cuisiner. Bien sûr, j'embaucherai une gouvernante. » Après avoir mangé, Léandre et son père sont retournés dans le bureau pour continuer leurs appels. Ophélie a proposé de faire la vaisselle et s'est ensuite assise pour regarder la télévision dans le salon avec la mère de Léandre. Elle a délibérément baissé le volume et s'est penchée plus près de sa future belle-mère pour chuchoter « Madame Bénédicte, je suis si désolée de voir Léandre et son père aussi abattus. Si je pouvais aider de quelque façon que ce soit, je connais quelques personnes, je pourrais essayer de leur parler demain. » La mère de Léandre, se sentant impuissante, lui a attrapé la main. « Ophélie, vraiment, si tu pouvais aider notre famille, tu serais notre sauveuse. Je dirais à Léandre de te traiter comme une reine. » C'était exactement ce qu'Ophélie voulait entendre. Elle s'est réjouie intérieurement, mais afin la modestie. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, Madame Bénédicte, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour Léandre et pour cette famille. Je ferai n'importe quoi. » Elle se considérait comme très intelligente. Dans un moment difficile pour la famille Beaumont, elle montrerait sa valeur et sa prudence, devenant quelqu'un d'incomparablement meilleur que l'Apolline rejetée. Elle croyait que, dès que la crise serait passée, elle, Ophélie, deviendrait la belle-fille officielle des Beaumont et vivrait une vie de luxe pour toujours. Elle a même sorti son téléphone et a secrètement pris une photo du salon, en évitant soigneusement les visages tristes de Léandre et de son père, et en se concentrant uniquement sur le luxueux lustre et un fragment du grand canapé. Elle l'a posté sur Instagram avec le texte « Une soirée », chaleureuse reconnaissante pour le bonheur simple. Elle ne savait pas que toutes ses actions et ses calculs n'étaient rien qu'une farce à mes yeux. Et elle ne savait certainement pas que la crise des Beaumont n'était pas un petit problème, mais le début de la fin, que la vie de femme de millionnaire dont elle rêvait n'était qu'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller. Et moi, dans la confortable villa, sirotant le bouillon réconfortant que la gouvernante avait préparé, je lisais calmement le message que Maxence venait de m'envoyer. Mademoiselle Apolline, le groupe Montaigne, a complètement arrêté les travaux. Les demandes de remboursement de prêts des banques ont déjà été remises à l'entreprise Beaumont. L'avis du contrôle fiscal sera officiellement envoyé demain. Par ailleurs, Ophélie, 25 ans, sans emploi, vit dans un appartement loué, adore les marques de luxe. Elle a de nombreux prêts auprès de sociétés de crédit à la consommation. Après avoir lu les informations sur Ophélie, en particulier concernant les prêts, j'ai souri froidement et j'ai ordonné à Maxence d'utiliser nos contacts pour accélérer les procédures judiciaires concernant ses dettes. « Ophélie, tu aimes rêver, n'est-ce pas ? Je vais te montrer ce que signifie tomber d'un doux rêve. » Cette nuit-là, Léandre et son père Barthélemy ont passé une nuit blanche dans le bureau à passer des appels. Le cendrier s'est rempli de mégots de cigarettes. Les entrepreneurs et les politiciens qui auparavant les appelaient frères et amis ne répondaient pas au téléphone, ou s'ils le faisaient, ils s'excusaient, disant que les temps étaient durs. Personne n'a offert son aide. Barthélemy a failli fracasser le téléphone contre le mur. Le lendemain matin, Léandre a conduit jusqu'à l'entreprise avec les yeux cernés. Il caressait encore un infime espoir, il pensait que ce qui s'était passé la nuit dernière aurait pu être un cauchemar, qu'en arrivant au bureau, tout redeviendrait normal, mais dès qu'il a atteint le bâtiment de l'entreprise, son espoir a été réduit en miettes. L'entrée principale était bloquée par plusieurs voitures. C'étaient les voitures des fournisseurs. Il a rapidement fait demi-tour pour entrer par la porte de derrière, mais elle était également bloquée. 2 fournisseurs qui le flattaient auparavant se tenaient là comme des gardes. Dès qu'il est sorti de sa voiture, ils se sont précipités sur lui. « Monsieur Beaumont, vous êtes enfin là !»
a dit l'un en lui attrapant fermement le bras. Nous travaillons ensemble depuis des années. Comment avez-vous pu nous faire ça, un 5 millions d'euros? J'ai besoin de cet argent aujourd'hui pour payer mes employés. Et mon million, a crié l'autre. Si vous ne nous payez pas aujourd'hui, nous ne bougerons pas d'ici. Léandre, secoué, a essayé de garder son sang-froid. Messieurs, calmez-vous, entrons et discutons. Nous n'avons pas l'intention de garder votre argent. Il a réussi de justesse à se libérer d'eux et a couru dans l'entreprise presque en fuyant. En entrant dans le bureau, il est resté sans voix. Les employés étaient là, mais personne ne travaillait. Ils chuchotaient par petits groupes, et en le voyant, ils ont détourné le regard. Le téléphone du bureau n'arrêtait pas de sonner, mais personne ne répondait. Le directeur financier a couru vers lui avec un regard désespéré. Vice-président, c'est un désastre. Une lettre officielle est arrivée de la banque exigeant le remboursement des prêts. Nous avons 3 jours pour rendre près de 50 millions d'euros, comprenant le capital et les intérêts. Si nous ne payons pas, ils gèleront tous les comptes et actifs de l'entreprise. Léandre a senti tout devenir noir et a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. 50 millions d'euros en 3 jours. Ils veulent nous tuer. À ce moment-là, sa secrétaire s'est approchée d'une voix tremblante. Monsieur Beaumont, quelques messieurs en costume sont arrivés. Ils disent qu'ils sont de la Direction générale des finances publiques. Ce qu'il redoutait était arrivé. Léandre a senti ses jambes se dérober sous lui. Pendant ce temps, dans la maison des Beaumont, il n'y avait pas de paix non plus. Alors que la mère de Léandre se plaignait auprès d'Ophélie du malheur de la famille, on a sonné frénétiquement à la porte. Ophélie, pensant que c'était Léandre, a couru ouvrir. 2 hommes en costume se tenaient à la porte. « Sommes-nous bien à la résidence de monsieur Barthélemy Beaumont? Nous sommes de la Société Générale. Nous avons apporté une mise en demeure urgente de paiement des prêts de votre entreprise. Elle doit être remise en main propre. » La mère de Léandre a failli s'évanouir en entendant que cela venait de la banque et Ophélie s'est figée. Elle a pris le papier fin mais lourd comme du plomb. Peu de temps après le départ des banquiers, on a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, c'était des commissaires de justice. Ils ont apporté une ordonnance de saisie conservatoire des biens que les fournisseurs avaient déposés. Ensuite, le gestionnaire immobilier est venu et leur a demandé poliment mais fermement de régler les factures de services impayés, car l'entreprise Beaumont était impliquée dans des litiges financiers. Des gens continuaient de venir apporter de mauvaises nouvelles liées à l'argent. La mère de Léandre s'est assise sur le canapé et a pleuré tandis qu'Ophélie regardait les mises en demeure et les documents judiciaires avec un visage pâle. Aussi stupide fut-elle, elle a compris que la situation était grave. Ce n'était pas un petit problème. Le ciel leur tombait sur la tête. En une nuit, la famille Beaumont était devenue la cible de toutes les critiques. Les créanciers faisaient la queue à leur porte. Ophélie a commencé à se sentir anxieuse. Elle s'était impliquée avec Léandre pour son argent et une vie confortable, mais maintenant, au lieu d'argent, elle faisait face à une montagne de dettes. Même cette maison pourrait être vendue aux enchères. Qu'allait-elle faire? La date d'échéance de ses propres prêts auprès des agences de crédit à la consommation approchait. Elle avait pensé qu'elle les rembourserait avec l'argent de Léandre. Elle a regardé la mère de Léandre en pleurs, et pour la première fois a ressenti un fort sentiment de danger. Et si la famille Beaumont fait vraiment faillite, alors je n'ai rien à faire ici, je vais devoir payer leurs dettes avec eux. Ophélie a discrètement sorti son téléphone et a commencé à supprimer la publication Instagram sur le bonheur simple qu'elle avait posté la nuit dernière. Et moi, depuis la terrasse spacieuse de la villa en savourant un petit déjeuner délicieusement préparé, j'écoutais le rapport téléphonique de Maxence. Mademoiselle Apolline, la banque et les représentants du tribunal s'y sont déjà rendus. Les comptes de l'entreprise Beaumont sont gelés. L'appartement et la voiture au nom de Léandre sont également saisis et ne peuvent être vendus. Plusieurs grands fournisseurs ont annoncé que s'ils ne reçoivent pas de paiement, aujourd'hui, ils déposeront demain une demande conjointe de mise en faillite. Je comprends, ai-je dit calmement en sirotant mon lait, laissez-les procéder. J'ai raccroché et j'ai regardé le lever du soleil matinal sur Paris. Ses rayons dorés étaient aveuglants. Monsieur Beaumont, qu'est-ce que ça fait d'être encerclé par les créanciers? Barthélemy Beaumont était après tout un homme d'expérience. Il était terrifié, mais il n'avait pas complètement perdu la tête. Il a appelé son fils Léandre dans son bureau et a fermé la porte. « Léandre, dis-moi, qu'est-ce que tu as fichu dernièrement ? Qui as-tu offensé? Ce n'est pas normal que tout cela arrive en même temps. » Léandre était au bord des larmes. «
Papa, je jure que je n'ai rien fait. Récemment, je ne suis allée qu'au chantier ou à des réunions d'affaires avec des gens ordinaires. Je n'ai pas dit un seul mot de travers. Qui pourrais-je avoir offensé? Alors pourquoi le PDG de Montaigne a-t-il soudainement changé d'avis? Pourquoi les banques exigent-elles nos prêts? Et pourquoi le fisc nous contrôle-t-il en ce moment même? Il doit y avoir une raison. Léandre a secoué la tête dans la confusion. Ses pensées étaient chaotiques. Puis il s'est souvenu de quelque chose que sa mère avait dit la veille. Papa, et si maman avait raison, et si c'était à cause d'Apolline? Ne dis pas de bêtises, a crié Barthélemy. Si Apolline avait ce genre de pouvoir, se serait-elle assise tranquillement quand tu l'as frappée et jetée de la maison? Si elle avait une telle influence, aurait-elle vécu dans cette maison pendant 5 ans sans dire un mot? Léandre ne savait que dire. Il avait raison. Si Apolline avait un tel soutien, elle n'aurait pas vécu une vie aussi misérable. Il ne reste qu'une seule option. Barthélemy a pris une profonde inspiration. Je vais devoir ravaler ma fierté et rendre visite à de vieux amis, voir si je peux découvrir quelque chose ou si quelqu'un sera prêt à nous aider. Barthélemy a parcouru son carnet d'adresses et a appelé un ancien ami d'université qui travaillait à la mairie, quelqu'un qui lui devait beaucoup. Le téléphone a sonné longuement avant qu'on ne décroche. Barthélemy, que c'est-il? Passé, quel genre de pétrin as-tu créé? Barthélemy a senti son cœur sombrer. Directeur, avez-vous entendu quelque chose? S'il vous plaît, dites-moi qui ai-je contrarié? Le directeur a répondu maladroitement. Je n'en sais pas beaucoup, mais un ordre est venu d'en haut. Personne ne doit s'immiscer dans vos affaires. Ils ont dit, celui qui s'en mêle coulera avec vous. Barthélemy, cette fois, tu devras te débrouiller seul. Je dois aller à une réunion. Ok, revoir. L'appel s'est soudainement terminé. Barthélemy, abasourdi avec le combiné à la main, a appelé un autre contact, le vice-président de la chambre de commerce. La réponse a été similaire. Barthélemy, je suis désolé. Le gros poisson que tu as contrarié est extraordinaire. Il a dit que quiconque t'aidera sera considéré comme son ennemi. Nous, les petites gens, ne pouvons pas nous permettre ça. L'appel s'est encore terminé. Barthélemy n'a pas abandonné et a appelé quelques autres endroits, mais le résultat a été le même. Soit il ne répondait pas, soit il disait qu'il ne pouvait pas aider ou même se moquait de lui. Après tous ces appels, Barthélemy, épuisé, s'est effondré sur sa chaise. Son visage était cendré. Il a compris que ce n'était pas que personne ne savait rien, mais que personne n'osait parler ou aider. Le pouvoir de son adversaire était si immense qu'il avait instantanément neutralisé tout son réseau de contacts. « Papa, que s'est-il passé ?» a demandé Léandre prudemment. Barthélemy a lentement secoué la tête. Sa voix n'était qu'un souffle. « C'est fini, Léandre. Il semble que nous ayons fait chier le diable en personne. » À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte et Ophélie est entrée avec un plateau de thé. Monsieur Barthélemy, prenez un peu de thé. L'appel s'est-il bien passé? Barthélemy l'a regardée et a fait un geste fatigué de la main pour qu'elle sorte. Ophélie, voyant les visages désespérés de Barthélemy et de Léandre, a senti son dernier espoir s'évanouir. Elle a quitté silencieusement le bureau et est retournée dans le salon pensant « Comment est-ce que je sors d'ici? Je ne peux pas couler avec ce navire. » Tandis que la famille Beaumont sombrait dans le désespoir, j'étais dans le meilleur salon de beauté de Paris, subissant une gamme complète de soins. Les meilleurs stylistes et assistants m'entouraient, me coiffant et choisissant une robe de soirée pour moi. Mon père, assis sur un canapé voisin, feuilletait un magazine et me regardait de temps en temps en hochant la tête avec satisfaction. Apolline, demain soir, c'est un gala de charité. Toute l'élite parisienne y sera. Viens avec moi et amuse-toi un peu. Les mots de mon père étaient prononcés d'un ton désinvolte, mais son regard était lourd de sens. Je me suis regardée dans le miroir, voyant mon ancienne moi disparaître et mon éclat renaître, et j'ai hoché la tête en silence. Je savais que ce n'était pas juste pour m'amuser. Ce gala devait devenir la scène de mon retour spectaculaire dans les hautes sphères de la société parisienne. Léandre Beaumont, Ophélie, attendez. Un peu. Je vais vous faire me rencontrer dans l'endroit le plus luxueux sous une forme que vous souhaiteriez le moins voir. Le gala de charité s'est tenu dans la grande salle de bal de l'hôtel Le Meurice à Paris. Sous les lustres en cristal, des personnes élégamment vêtues trinquaient avec leurs flûtes de champagne et discutaient.
Toute l'élite du monde des affaires, de la politique et de la culture de Paris était là. Léandre Beaumont était là avec son père Barthélemy. Il avait obtenu 2 invitations presque en suppliant. Il pensait que c'était sa dernière chance. Il devait trouver quelqu'un d'important à la fête, s'agenouiller si nécessaire et trouver un moyen de sauver la famille Beaumont. Mais Léandre n'était plus le même homme. Il portait son meilleur costume, mais ses sourcils étaient froncés et il avait l'air soucieux. Il se tenait dans un coin avec une coupe de champagne à la main, incapable de s'intégrer à l'atmosphère festive. Les problèmes de sa famille l'écrasaient. Barthélemy a également essayé de trouver quelqu'un qu'il connaissait, mais tout le monde l'évitait. Son désespoir s'est accentué. Soudain, il y a eu une petite agitation à l'entrée de la salle de bal. Il semblait que quelqu'un d'important était arrivé. Léandre a levé les yeux sans réfléchir. Le directeur de l'hôtel s'inclinait bassement, guidant un groupe de personnes. En tête marchait un homme d'âge mûr, Ambroise Vaucanson, PDG du groupe Vaucanson, l'homme le plus riche de Paris, l'homme que son père avait tenté de contacter en vain. À côté de monsieur Vaucanson se tenait une jeune femme vêtue d'une longue robe bleu roi à épaules dénudées. Elle était grande avec un teint pâle et portait un éblouissant collier de diamants. Elle marchait au bras de monsieur Vaucanson, élégante mais avec une expression légèrement froide. Au moment où Léandre a reconnu le visage de la femme, il s'est figé comme s'il avait été frappé par la foudre. Il a failli laisser tomber la coupe de champagne de ses mains. Apolline. Comment était-ce possible? La même Apolline, sa modeste épouse, qui portait toujours des vêtements bon marché, portait un tablier dans la cuisine qu'il avait frappé et jeté de la maison. Comment pouvait-elle être ici, dans une robe aussi époustouflante, parée de bijoux coûteux, et au bras de l'homme le plus puissant de Paris, Ambroise Vaucanson? Léandre s'est frotté les yeux. Il a cru avoir des hallucinations, mais ce visage appartenait sans aucun doute à Apolline, bien qu'elle fût une personne complètement différente. Avant, elle avait toujours été timide, mais maintenant, le menton légèrement relevé, elle respirait la confiance et la noblesse avec son regard vif et froid. Les chuchotements circulaient déjà. Qui est-ce avec monsieur Vaucanson? On dit que c'est sa fille, il la présente publiquement pour la première fois, quelle élégance, on voit bien que c'est la fille de monsieur Vaucanson. Ces mots ont été comme des poignards pour Léandre sa fille. La fille d'Ambroise Vaucanson, Apolline était la fille d'Ambroise Vaucanson. Il s'est souvenu du dernier regard d'Apolline, la nuit où il l'avait jetée dehors, un regard froid, plein de haine et ensuite de tous les malheurs qui s'étaient abattus sur la famille Beaumont ces derniers jours. Une pensée terrible a transpercé son esprit et une peur glaciale s'est emparée de lui. Était-ce possible? Était-ce là toute la vengeance d'Apolline ou plutôt celle d'Ambroise Vaucanson? Monsieur Vaucanson, comme s'il avait remarqué son regard, lui a lancé un regard glacial plein de mépris. Puis, comme si de rien n'était, il s'est tourné pour saluer d'autres hommes d'affaires qui s'approchaient, et Apolline ne l'a pas regardé une seule fois, comme s'il n'existait pas. Elle a seulement discuté tranquillement avec son père, un léger sourire aux lèvres. Cette indifférence totale lui a causé plus de terreur et d'humiliation qu'un regard de colère. Léandre a compris. Il a compris pourquoi la famille Beaumont s'effondrait. Il ne s'en était pas pris à n'importe qui. Il s'en était pris au ciel lui-même, et ce ciel était sa femme Apolline qu'il avait piétinée pendant 5 ans. Léandre a senti ses jambes se dérober et il est presque tombé. Il n'avait qu'une seule pensée en tête, c'est fini, tout est fini. J'ai arpenté fièrement le tapis rouge au bras de mon père. J'ai senti tous les regards posés sur moi, ainsi qu'un regard de stupéfaction et de terreur venant du coin de la pièce. Alors que la fête battait son plein, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Je savais que quelqu'un ne pourrait pas attendre plus longtemps, et ce fut le cas. Dès que je suis entrée dans un couloir calme, une silhouette titubante a barré mon chemin. C'était Léandre, le visage pâle et, couvert de sueur, il m'a regardé avec des yeux pleins de terreur et de supplication. « Apolline, est-ce vraiment toi? Comment ?» Je me suis arrêtée et je l'ai regardé froidement. « Monsieur Beaumont, y a-t-il un problème ?» Il a tressailli en m'entendant l'appeler Monsieur Beaumont. Il a essayé de m'attraper la main, mais je me suis écartée. « Apolline, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est moi, Léandre. Je suis désolée. J'ai perdu la tête cette nuit-là. S'il te plaît, sauve ma famille. Parle à ton père, je t'en supplie. » Il était prêt à s'agenouiller. Le projet est arrêté. Les banques nous réclament de l'argent. Et maintenant, nous avons un contrôle fiscal.
Apolline, si cela continue, ma famille sera détruite. Au nom des 5 années où nous avons été mariés, s'il te plaît, pardonne-nous cette seule fois l'amour que nous avons partagé. » J'ai ri. « Monsieur Beaumont, quand vous m'avez frappé à cause de votre maîtresse et jeté à la rue au milieu d'une tempête, pensiez-vous à notre amour ? Je me souviens parfaitement de ces 6 gifles et de chaque insulte que vous m'avez lancée. Que votre famille fasse faillite ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Non, Apolline. C'est cette pute d'Ophélie qui m'a séduit. J'ai perdu la tête un instant. Dans mon cœur, ça a toujours été toi. S'il te plaît, reviens à la maison, je vais la jeter dehors immédiatement. Je ferai tout ce que tu diras. Tous nos biens seront à toi. Reviens à la maison. » J'ai ri, j'ai regardé son costume usé, puis la luxueuse salle de bal. À quelle maison ? Celle que la banque est sur le point de saisir ? Ou ce sale nid où vous vous êtes roulé avec votre maîtresse, monsieur Beaumont ? Regardez-vous et ensuite regardez-moi. Pensez-vous vraiment que je me soucie encore de vous ou de votre famille ruinée ? Il n'a pas pu répondre. L'humiliation et le désespoir se reflétèrent sur son visage. « Et les biens de votre famille, s'il vous plaît, utilisez-les pour payer vos dettes. » J'ai fini de parler et j'ai essayé de passer devant lui. Apolline, dois-tu être si cruelle ? Tu vas tuer toute ma famille ? Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Cruel, monsieur Beaumont, n'êtes-vous pas le seul responsable de tout cela ? À ce moment-là, Maxence est apparu et s'est incliné devant moi. Mademoiselle Apolline, le président vous cherche. Il souhaite vous présenter à quelques personnes. J'ai hoché la tête et, accompagnée de Maxence, je suis retournée dans la salle de bal. Derrière, moi j'ai entendu Barthélemy réprimander son fils et Léandre marmonner hébété. Elle était la fille d'Ambroise Vaucanson. Nous sommes finis. Si les supplications de Léandre avaient fonctionné, la pluie de cette nuit-là n'aurait pas été si froide. Léandre est rentré chez lui comme un fantôme. Le regard froid d'Apolline et sa posture arrogante à la fête ne voulaient pas quitter son esprit. Ophélie l'a accueilli joyeusement, mais Léandre l'a repoussé violemment. « Dégage, à cause de toi, j'ai jeté Apolline dehors et j'ai offensé monsieur Vaucanson. Et maintenant ma famille est dans cette situation, toi et ta poisse. » Ophélie ne s'est pas dégonflée. « Quoi maintenant tu m'accuses parce que tu es un bon à rien et que tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille. C'est toi qui as dit qu'Apolline était une femme ennuyeuse et pathétique et que tu ne l'aimais pas. » La mère de Léandre s'est mêlée à la dispute et tous les 3 ont commencé à se battre et à se blâmer mutuellement dans le salon. Puis on a sonné à la porte. Des hommes, en uniforme strict, se tenaient à la porte. « Nous sommes des commissaires de justice, en rapport avec les milliers d'euros de dettes contractées auprès de sociétés de crédit à la consommation à votre nom, Ophélie. Nous avons une ordonnance du tribunal pour saisir vos biens. » Ophélie était terrifiée. Leurs yeux sont tombés sur les sacs de luxe et les bijoux que Léandre lui avait récemment achetés, ainsi que sur le bracelet en émeraude, ce bijou de famille que ma belle-mère lui avait offert et que l'on m'avait toujours refusé de seulement regarder. « Ce sont des cadeaux. Vous n'avez pas le droit, » a-t-elle crié. Mais les huissiers ont été inflexibles. Un bijou de famille inscrit à l'inventaire successoral des Beaumont ne peut en aucun cas être considéré comme votre bien propre, madame. Il sera restitué à la succession. Si vous nous faites obstruction, nous appellerons la police. Finalement, à travers les sanglots d'Ophélie, ils ont inventorié et emporté tous les articles de luxe bracelet compris pour couvrir ses dettes et réintégrer le patrimoine familial des Beaumont. Pour aggraver les choses, son téléphone portable a commencé à exploser d'appels et de messages des sociétés de prêt. Léandre ne pouvait plus lui donner d'argent. « L'argent que tu as emprunté est ton problème. Dégage d'ici. » Ophélie s'est jetée sur Léandre le griffant et le frappant. Le salon s'est transformé en un champ de bataille. Barthélemy, voyant cette scène, s'est agrippé la poitrine et s'est effondré. Ophélie, voyant la situation, a enfin compris. La famille Beaumont était ruinée. Elle a attrapé son petit sac à main et s'est enfuie de cette maison en courant sans regarder en arrière. Elle a perdu un talon mais ne s'est même pas arrêtée pour le ramasser. Et moi, à la villa, j'ai reçu un court message de Maxence. Mademoiselle Apolline, la saisie des biens par les huissiers est terminée. Ophélie a quitté la maison des Beaumont. J'ai regardé la nuit à travers la fenêtre et j'ai pensé à quel point il se battait bien. Mais ce n'était que le début. Barthélemy a été hospitalisé pour une grave crise cardiaque provoquée par le stress. La mère de Léandre, accablée par les soins à son mari et les dettes, a vieilli à vue d'œil. Les proches de la famille Beaumont, au lieu d'aider, ont commencé à faire pression sur eux pour récupérer leur argent.
L'image de tout le monde se rassemblant dans la maison, s'accusant et se disputant les uns avec les autres, était un portrait parfait d'une famille brisée. Quelques jours plus tard, le parquet et la police ont pris d'assaut la maison des Beaumont. Ils ont mené une perquisition dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale et de corruption et ont trouvé des documents comptables occultes ainsi que des preuves de pots de vin. Tout cela grâce aux documents compromettants que les hommes de mon père avaient dénichés en quelques jours à peine et transmis anonymement aux autorités. Barthélemy, apprenant cela à l'hôpital, a fait une autre crise cardiaque et est tombé dans le coma. Léandre a été arrêté et menotté sur le champ. Les actualités locales ont détaillé l'affaire. Un grand promoteur immobilier local s'est effondré en raison de fraude fiscale et de corruption. Le président à l'hôpital, son fils arrêté. À travers les nouvelles, la double vie de Léandre, l'agression que j'avais subie et ma véritable identité ont été révélées, ce qui a suscité une indignation publique généralisée. La famille Beaumont était socialement anéantie. Ophélie, cachée dans un petit appartement, en location traquée par les dettes, a finalement trouvé un emploi dans un bar. Son ancienne beauté flétrie, cachée sous une épaisse couche de maquillage, elle survivait au jour le jour. Le temps a passé et le tribunal a rendu son verdict. À ce moment-là, mes avocats avaient déjà finalisé la procédure de divorce, ne laissant à Léandre pas le moindre centime. L'entreprise Beaumont a été déclarée en faillite et Léandre a été condamné à 7 ans de prison pour corruption, agression et autres crimes. Barthélemy n'a jamais repris connaissance et est mort seul à l'hôpital. Tous les biens de la famille Beaumont ont été vendus aux enchères et j'ai acheté leur maison pour un prix dérisoire, non pas pour y vivre, mais pour avoir sous mes pieds l'endroit d'où j'avais été jeté. Parmi les objets mis aux enchères se trouvait aussi le bracelet en émeraude que ma belle-mère m'avait un jour promis avant de me le refuser. Je l'ai racheté moi-même non par attachement, mais pour clore jusque dans le moindre détail ce chapitre de ma vie. J'ai fondé la Fondation Apolline, une organisation pour aider les femmes victimes de violences conjugales et en difficulté. En tant que présidente de la Fondation, j'ai commencé une nouvelle vie. Mon expérience est devenue une source d'espoir pour d'autres femmes et ma douleur m'a rendue plus forte. Des années plus tard, j'ai appris que Léandre avait été libéré de prison. Il avait tout perdu et gagné sa vie comme ouvrier du bâtiment, s'occupant de sa mère vieille et malade. Quant à Ophélie, il n'y avait que des rumeurs disant qu'elle fuyait toujours ses dettes, perdue dans les coins les plus sombres de la ville. Par une belle journée d'hiver lumineuse, en regardant l'horizon de Paris depuis la grande fenêtre du bureau de la Fondation, j'ai reçu un appel de mon père. « Apolline, qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir ? Papa va cuisiner quelque chose de délicieux. »« N'importe quoi que tu cuisines, papa, ce sera délicieux. » Le ressentiment du passé avait fondu comme neige. Ils avaient payé pour leurs péchés et j'avais trouvé ma voie. La véritable vengeance ne consistait pas à les détruire, mais pour moi, celle qu'ils avaient essayé de détruire, à vivre une vie bien plus heureuse et bien plus pleine de sens qu'ils ne pourraient jamais le faire. Si un hiver rude est entré dans votre vie, ne perdez pas espoir, car le printemps finit toujours par suivre.